Clément, bienvenue. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour en quelque sorte une inauguration puisque c'est le premier épisode avec interview d'une longue série qu'on est en train de préparer depuis maintenant plusieurs semaines. Clément Bourdier, tu es notre premier invité. On va parler dans cette émission très très régulièrement de bourse, bien sûr, de finance, de macroéconomie, de crypto-monnaie, de métaux, de matières premières. Toutes sortes de sujets pour lesquels on va aller chercher des experts comme toi, Clément. Donc Clément, tu es presque un vieux routard de la finance maintenant, aussi bien au niveau personnel que dans ta carrière professionnelle. Tu me frappes parce que tu es vraiment passionné des marchés. Ça se sent quand on discute les deux, on se connaît très bien, on travaille ensemble et c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui, en particulier pour parler du marché français parce que c'est un marché que je connais moins bien et que tu connais très très bien, voire par cœur. Donc on va faire un tour d'horizon pour ce premier épisode de la situation économique avec un axe sur ce qui se passe en Europe et plus particulièrement en France. Mais comme c'est le tout premier épisode, je pense que déjà j'aimerais que tu te présentes et ensuite on parlera de la situation globale de ce qui se passe sur les marchés en ce moment et comment il faut le comprendre avant d'aller plus loin. Clément, bienvenue. Est-ce que tu peux déjà te présenter quel est ton parcours boursier, professionnel et de passionné des marchés? Bonjour Lucas, merci pour ce super accueil, merci de m'avoir invité pour ce premier entretien. Alors écoute, bon pour ceux qui me connaissent pas, donc voilà, bon, avant tout je suis passionné comme tu l'as dit et je suis passionné de finance et d'économie. En fait, j'ai découvert la bourse assez tôt, de manière autodidacte. En fait, j'ai vraiment appris tout seul le fonctionnement des marchés financiers, etc. Dès que j'ai eu 13-14 ans, il me semble, de mémoire. Alors, je suis aussi diplômé en finance et en management pour ces raisons-là. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion, j'ai eu une expérience en salle de marché et j'ai très vite compris. Donc, comme tous les jeunes, je voulais devenir trader et j'ai vite compris que ce rêve allait être un peu compliqué par rapport à ma personnalité et tout ça, parce que en fait, tout simplement, j'avais besoin de travailler seul. Les marchés financiers, c'est quelque chose que j'ai appris seul, et c'est vrai que le monde de la finance m'a montré des facettes qui personnellement ça jouait pas avec voilà. Et en fait, je trouve que la finance, c'est une histoire souvent solitaire. On est seul face à ses choix, etc. Et c'est vrai que bon, la finance de marché, les salles de marché, etc. On agit pour les autres et c'est pas quelque chose. J'avais besoin de faire mes propres stratégies, etc. D'avoir une liberté, et ce prix de liberté-là, c'était de continuer seul. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort très souvent quand on parle avec des gens qui travaillent dans le milieu de la finance, c'est que c'est un milieu qui peut être très contraignant, alors que quand on est un investisseur ou un trader dans l'âme, on a très souvent envie de tester ses propres idées. Et ça, dans le milieu professionnel de la finance, c'est très difficile. Donc, je comprends parfaitement de quoi tu parles. Tu n'es pas le premier à me parler de ça, en fait. Ouais, et du coup, quand tu dis justement de faire ses coups soi-même, j'ai eu en fait, j'ai connu 2 années vraiment extraordinaires en bourse. J'ai réalisé des performances en fait qui m'ont fait connaître, parce que déjà à l'époque, j'aimais beaucoup écrire, donc j'intervenais sur des forums de sites boursiers importants français, et je me suis fait je me suis fait un peu connaître comme ça en fait, en réalisant des performances quand j'avais entre 2000, de mémoire, c'était entre 2015 et 2016. Voilà, j'ai eu l'occasion de multiplier mon capital par 25 sur des biotech. À l'époque, c'était la folie à ce moment-là, cette période-là du marché. Voilà, donc ça m'a fait connaître comme ça, et puis c'est comme ça aussi que j'ai pu améliorer mes stratégies, etc. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je travaille chez Vauban Édition, et par le biais alors déjà, je tiens une newsletter pour partager le maximum de choses, d'informations, d'idées d'investissement avec ma communauté. Et aussi, donc, je tiens des publications, et par ces publications, j'aide en fait les particuliers à investir à chercher en fait les meilleurs rendements possibles sur le marché français, spécifiquement sur le marché français.
Donc que ce soit sur des small caps, c'est des petites entreprises avec de forts potentiels sur le marché français, ou aussi des big caps, les grosses entreprises, plus pour aller chercher des revenus passifs, etc. Je donne énormément, j'essaie de montrer que en fait c'est possible de générer des revenus passifs en bourse, de devenir indépendant. C'est possible en fait avec la patience, avec un plan, de s'en tenir à une stratégie. Et ça, j'essaie de le partager au maximum avec ma communauté. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Voilà, alors je suis spécialisé sur le marché français et parce que c'est bon mon marché, on va dire maternel, mais j'essaie aussi de travailler de plus en plus sur le marché européen et le marché américain, bien sûr, parce que bon, tout est interconnecté en bourse, donc voilà. Justement, tu parles d'interconnexion. Je pense par ça qu'on va continuer la discussion parce que autant l'année dernière, il y a eu des périodes où il se passait absolument rien, où c'était très ennuyeux. Autant cette année, ça bouge beaucoup. On a vu des coups de stress sur à peu près tous les marchés américains, européens, tech en particulier, crypto-monnaie. Sur le pétrole à la hausse, on a aussi vu des poussées de fièvre très puissantes. Tout ça, ça fait perdre un peu le repère à beaucoup d'investisseurs. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, aujourd'hui, tu lis ce marché au niveau mondial et comment ça impacte plus particulièrement le marché français? Comment on doit aborder aujourd'hui l'investissement dans une période aussi incertaine? Alors, il y a deux façons de répondre. La première, c'est bon, de faire preuve d'énormément de prudence parce que je pense que on peut pas le mesurer. Je sais pas si aujourd'hui les scientifiques financiers ont cherché à le mesurer, mais on a une part importante sur le marché d'acteurs, d'investisseurs qui n'ont pas eu l'expérience de marché très très volatile. Et eux-mêmes, par ce manque d'expérience, rendent le marché encore plus volatile. Donc je pense qu'on est quand même aujourd'hui, voilà, faut être prudent. Et l'autre lecture, c'est que c'est une bonne nouvelle pour un investisseur comme moi et à long terme, c'est une excellente nouvelle. J'ai fait partie des investisseurs qui ont été un peu désarçonnés par la hausse qui a suivi le Corona Crash, par cette puissance en fait et la hauteur des marchés, des valorisations. Parce que bon, on va dire qu'un investisseur, quand il est jeune ou en tout cas quand il est en phase d'accumulation, on a plutôt intérêt à accumuler des entreprises à des prix plutôt bas. Et donc c'est vrai que commencer ou en tout cas évoluer et travailler sur des marchés qui sont chers, c'est pas la meilleure, c'est pas l'idéal, on va dire. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle ce qui se passe actuellement parce que justement on retrouve sur le marché des opportunités. Alors c'est de nouvelles opportunités, pas des choses qu'on a vues par le passé. On est peut-être en train de changer voilà, on est peut-être en train de changer de comment dire de je pense que les investisseurs Paradigme. ouais oui peut-être je sais pas c'est très compliqué. C'est le débat. C'est le débat, voilà. On va rentrer en plein dedans, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, voilà. Donc la prudence, parce que voilà, on a cette masse de nouveaux investisseurs. Alors malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui partent, ce qui explique que les valorisations sont en chute. Alors on espère bien sûr qu'ils vont revenir, parce que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut acheter, qu'il faut pas lâcher. Plus ça baisse, plus faut y aller. Faut faire preuve de courage. Faut s'en tenir, comme je le disais, au plan. Il faut continuer d'acheter. C'est justement maintenant qu'on prépare les gains de demain. C'est maintenant qu'il faut se positionner pour la prochaine vague haussière. Voilà. Donc tout ce qui est l'économie actuelle, qui est très compliquée, hein, on va en parler, mais ce dérapage inflationniste, etc. Bon, on peut avoir son avis sur ses anticipations sur ce qui va se passer dans quelques mois, quelques années, mais en tout cas pour moi ça reste une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Tout à fait. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu dis sur les nouveaux investisseurs, ça résonne particulièrement pour moi parce que on sait aujourd'hui. Enfin, nous on l'a vu. Moi, je l'ai vu. Je travaille donc aussi dans le milieu de l'investissement depuis des années. Et en 2020, avec le Corona Crash, on a vu de façon très forte des armées d'investisseurs arriver. Nous, on publie beaucoup de services d'information financière. Du jour au lendemain, on a les demandes d'abonnement ont explosé, pas x2, x3, x4, x5 du jour au lendemain. Et on sait que ces gens-là qui demandaient ces abonnements étaient des néo-investisseurs
qui découvraient le marché. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense habituellement, ces investisseurs-là sont rentrés pile au bon moment. Ils sont rentrés en mars et en avril 2020. Tu ne pouvais pas faire mieux que ça. En revanche, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas expérimentés, donc ils ne pouvaient pas réaliser à quel point les gains qu'ils ont vus par la suite n'étaient pas soutenables. Et puis, je pense que assez peu ont pris des profits. En plus, c'était des nouveaux investisseurs, donc ils ont plutôt eu tendance à accumuler en voyant qu'ils gagnaient. Et ensuite, il y a eu la douche froide qui est arrivée, ce qui, à mon avis, fait démissionner une bonne partie de ces nouveaux investisseurs. On est en train de les perdre, et ceux qui traverseront cette phase de volatilité, ce seront ceux qui deviendront de vrais investisseurs probablement pour le long terme et qui sont forgés pour ça. Donc, je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Je voulais juste enchaîner justement sur les institutions financières, parce que là, on a parlé des particuliers. Est-ce que tu peux me dire un mot sur la manière dont les banques centrales en particulier abordent la situation actuelle? Tu as utilisé le terme, quand on a préparé cet entretien, elle marche sur des œufs. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Je pense, je sais pas, pour comprendre la situation actuelle, je pense qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière. On va le faire rapidement si tu le permets. Avec plaisir. On va revenir en 2008 quand l'économie se portait bien, donc avant la crise financière. On était dans des situations où les banques centrales faisaient leur travail, c'est-à-dire normal, c'est-à-dire qu'elles ont des outils pour refroidir le moteur économique, parce que ce qui nous intéresse dans le capitalisme, c'est pas d'avoir une croissance trop forte ni trop faible, c'est d'avoir en fait un juste milieu. Et la façon de voir si le moteur ne chauffe pas, c'est l'inflation. Et c'est pour ça que les banques centrales ont fixé il est discuté cet objectif d'inflation, mais il est de 2% annuel. Et donc les outils de la Banque centrale, notamment, on va pas trop développer, mais c'est les intérêts, les taux d'intérêt directeurs, les taux directeurs, pardon. Et donc quand la crise est arrivée, en fait, on est rentré dans un monde où nos économies, un peu des pays du Nord, des pays développés, n'ont jamais en fait jamais vraiment reparti au point de récupérer cet objectif d'inflation des 2%. L'inflation, ce qui est important, c'est que c'est un peu l'inflation, c'est un peu comment dire, c'est un peu la marque de la pression entre la demande et l'offre. Il faut quand même que la demande pressurise l'offre, et inversement, il faut quand même qu'il y ait une certaine tension. C'est ce qui tient en fait tout le système économique. S'il n'y a pas d'inflation, c'est qu'il y a un problème, c'est que la demande peut-être est trop faible, enfin bref. Et en fait, on est rentré dans un monde où nos économies développées n'arrivaient plus à faire la locomotive du monde, et où c'est que ça a commencé à devenir très compliqué de choper des points de croissance. Et donc là, les banques centrales ont commencé à utiliser plus que des outils conventionnels. Elles ont donc déjà abaissé leur taux directeur en dessous de 0 pour certaines, pour non pas punir l'épargne et pour leur dire essayez d'aller investir, il faut consommer, etc. Ils ont carrément fait des taux d'intérêt négatifs. On est descendu dans le négatif, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où un particulier ne pouvait pas perdre d'argent en épargnant, mais carrément Il n'en gagnait plus, il pouvait en perdre. Voilà, il y avait un coût à épargner, c'est-à-dire qu'on pouvait te punir. Si tu épargnais trop, par exemple, on pouvait te punir. Parce que ça voulait dire que tu ne consommais pas, etc. Donc pour faire repartir la machine. Et puis il y a eu ces quantitative easing, etc. On a appelé ça le bazooka financier en Europe. En fait, c'est simplement les banques centrales qui sont venues acheter des actifs pour soutenir la liquidité des marchés, et puis voilà, les bons du trésor, les taux d'intérêt, pour soutenir en fait tout le monde avec des béquilles. Eh bien, elles ont commencé à faire ça, et ça a été quand même un tournant majeur. Et puis, donc on était tranquillement dans notre monde un peu bizarre. Et puis est arrivé le corona. Et là, c'est devenu la catastrophe, parce que en fait, donc on a gelé complètement l'économie. Et puis derrière, l'économie est repartie à fond la caisse. On a eu un effet de base parce que justement tout le monde avait épargné, les entreprises, les particuliers, tout ça, on avait un trop plein d'argent, et on voulait surtout consommer, voyager, aller au cinéma, etc. Et là, on a eu une forte pressurisation comme de la demande, et donc qui est venue pressuriser l'offre, qui réagit toujours plus lentement que la demande. Et donc on arrive aujourd'hui à un dérapage inflationniste. Alors il y a plein d'autres raisons. Il y a certainement aussi le fait que les banques centrales créent de la monnaie à outrance depuis
Ça aussi, c'est très décrié cette idée parce que c'est vrai que théoriquement, que les banques centrales créent de la monnaie, normalement, ça aurait dû nous amener de l'inflation depuis bien longtemps, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est des choses en fait qu'on découvre en même temps qu'on les vit. Donc c'est très difficile d'y voir clair. Et aujourd'hui, donc les banques centrales doivent faire exactement l'inverse de ce qu'elles font depuis 15 ans, c'est-à-dire combattre une inflation qu'elles pensaient, comment dire, séculaire presque, structurelle, une déflation structurelle. Aujourd'hui, elles doivent combattre une inflation conjoncturelle. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'est à long terme ou pas, parce que du coup, les banques centrales, quand elles augmentent leurs taux, elles impactent l'économie. Et donc, aujourd'hui, elles doivent faire le choix. Et c'est très difficile. J'aimerais pas être à leur place. Tout à fait. En fait, tu soulignes très bien on est en train de se demander si on sort d'une ère de politique monétaire très accommodante. Et on a eu une espèce de point d'orgue pendant le Corona Crash. L'économie a été fermée pour soutenir l'économie, pour éviter les faillites et pour soutenir les marchés. Les banques centrales européennes, américaines, etc. sont intervenues et ont augmenté la masse monétaire et baissé les taux plus qu'elles ne l'ont jamais fait, même depuis 2008. Et donc, c'était une espèce de poussée finale qui a été permise aussi par le fait que les banques centrales s'étaient rendues compte que ça ne créait pas d'inflation par le passé. Mais il semble que cette poussée finale ait en tout cas participé à créer un surplus de demande qui se paie aujourd'hui avec effectivement une économie, plutôt une politique monétaire qui se contracte maintenant. On le voit avec les taux et puis qui pourrait avoir un impact sur l'économie directement, puisque une inflation élevée et des taux qui montent vont ralentir l'économie. C'est d'ailleurs le but des banques centrales lorsqu'elles augmentent les taux. Et là, justement, on peut parfaitement enchaîner sur ce qui se passe avec cette inflation. Moi, je suis de l'avis qu'on a une structure sociale et économique qui nous pousse vers la déflation. Je pensais que au début d'année, on aurait un pic, on passerait le pic de l'inflation. Il y a eu la guerre en Ukraine qui est arrivée avec tous les impacts que ça a sur les matières premières, en particulier sur la nourriture et sur l'énergie, à commencer par le gaz, mais aussi le pétrole. Donc ça a continué à créer de la pression inflationniste. Comment toi tu vois la suite? Comment tu abordes ça pour tes propres analyses et puis tes choix d'investissement? Comme je l'ai dit au début, moi je trouve que c'est pas une bonne nouvelle, mais ça pressurise les marchés à la baisse et c'est une bonne chose pour l'investisseur qui est en phase d'accumulation. Donc c'est mon travail en fait d'accompagner des gens qui sont dans cette phase d'accumulation. C'est une bonne nouvelle et en fait je pense que moi je prendrais pas le risque de faire une prévision sur l'inflation, si elle est séculaire ou si elle est temporaire. Comme tu l'as dit, il y a des facteurs qui nous échappent. Je pense que on l'a vu avec la guerre, personne n'a vu arriver. C'est des événements c'est pas le seul facteur qui a amené l'inflation, bien sûr que non, mais par contre ça a certainement décalé le pic de quelques mois et ça a aussi augmenté le plateau sur lequel on pourrait atterrir maintenant. Et puis bon, il y a toutes les conséquences en chaîne en fait. C'est très compliqué, franchement. Je pense qu'aujourd'hui, les économistes et les experts qui essaient de donner une prévision, c'est juste pour parler, hein, franchement, parce que voilà, moi, je pars du principe que ça m'empêche pas de travailler sur les marchés financiers. Au contraire, donc tout ce qui est bon pour pressuriser le marché, c'est une bonne nouvelle. Bon, pas trop quand même, mais voilà. Aujourd'hui, je travaille très bien avec l'inflation. Alors, faut le prendre en compte pour les investissements. J'en reparlerai hein, si ça intéresse, mais ça change un petit peu les règles, c'est vrai, dans le bon sens aussi, parce qu'il y a certaines sociétés qui s'en sortent mieux en période d'inflation, et surtout, ça change pour moi, c'est un game changer cette inflation, parce que ça veut dire que il faut aussi voir le bon côté des choses, c'est que si la monnaie perd de sa valeur, il y a aussi les sociétés, la valorisation des sociétés qui perdent de sa valeur. Donc ça veut dire que dans le temps, elles doivent augmenter cette valorisation. Et donc ça veut dire que les indices boursiers comme le CAC 40, pour moi, dans les périodes inflationnistes, doivent progresser beaucoup plus. Et donc c'est bien puisque, comme le CAC 40 est un indice un peu comment dire, c'est un peu une limace.
C'est une très bonne chose en fait. On pourra aller battre des records, on pourra aller chercher des records, etc. Alors en valeur absolue, hein, mais bien sûr corriger de l'inflation c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un changement un changement de structure, d'environnement qui est très favorable pour certaines sociétés. Et justement, à quoi tu fais plus attention maintenant qu'on a ces pics d'inflation jusqu'à 8%? Quels sont les éléments que tu ne regardais pas avant dans le bilan d'une entreprise et que tu regardes aujourd'hui? Je pense que la première chose la plus importante, c'est de regarder, bon, tu l'as certainement entendu, et puis nos auditeurs aussi, c'est la possibilité qu'une entreprise a de transférer la hausse de ses coûts de production pour produire ses services ou ses produits, bon, que ce soit les matières premières, etc., les matières brutes, le pétrole, etc., et qu'elle soit capable de transférer cette hausse dans ses coûts, dans ses prix de vente. Et donc pour qu'elle puisse faire ça, on appelle ça le pricing power. Pour qu'elle ait ce pricing power, il faut qu'en face, les consommateurs soient capables d'accepter cette hausse de prix, c'est-à-dire en économie, on appelle ça, il faut que leur demande en biens soit verticale. C'est-à-dire que peu importe le prix peu importe le prix auquel ils vont acheter toujours la même quantité parce que c'est un bien, par exemple, qui est un bien qui est indispensable pour leur survie, etc. Donc ça peut être des produits de santé, etc. Donc en ce moment, je regarde en particulier, il y a beaucoup de gens qui en parlent d'ailleurs, hein, sur beaucoup d'experts qui en parlent, qui le soulignent. Je regarde principalement cette capacité à faire transférer donc ce pricing power. La deuxième chose, j'aurais tendance à privilégier les sociétés un peu cycliques en ce moment, c'est-à-dire qui sont capables, comme je le disais, les biens de première nécessité, donc ce serait plutôt les secteurs de la santé, les secteurs de l'énergie, et j'ai un petit faible en ce moment pour les sociétés qui exploitent des actifs immobiliers, donc les foncières par exemple qui sont cotées en bourse. Alors elles ont encore plus, elles ont des avantages pour moi le premier, c'est qu'elles sont exceptionnellement dévaluées parce qu'elles viennent de traverser une situation très compliquée avec le Covid. Alors maintenant, on y croit ou pas à ces histoires de télétravail et puis de fin des centres commerciaux. Est-ce que tu peux juste rapidement expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est une foncière pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas forcément tout à fait Bien sûr, au courant de ce que c'est? Bien sûr, sur le marché foncier, sur le marché français, on a quelques foncières par exemple. Donc elles ont un actif, elles ont des actifs immobiliers, donc des surfaces qu'elles louent. Voilà, c'est ça. Il y a différents niveaux d'intégration d'une foncière. Il y en a qui font de la construction jusqu'à l'usage. Donc on appelle ça maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'usage. Et puis il y en a, elles s'occupent juste d'acheter et puis d'exploiter. Et en face, donc elles ont des clients, ce sont les bailleurs à qui elles louent ces surfaces. Donc ça peut être des surfaces pour différents usages, le travail, des surfaces pour travailler, des surfaces pour les centres commerciaux ou tout simplement des logements pour le résidentiel. Et donc ces sociétés, voilà, elles exploitent simplement leur parc en quelque sorte immobilier. Oui. Et donc voilà, ça me permet justement d'expliquer pourquoi ces sociétés, je les trouve intéressantes sur de nombreux points. C'est que parce que premièrement, je disais, elles sont dévaluées parce que elles viennent de traverser une situation et les investisseurs n'ont pas retrouvé la confiance nécessaire pour racheter ces sociétés-là. Et je peux le concevoir, hein, on est dans une situation où on ne sait pas vraiment où on va. Est-ce que le télétravail va s'intensifier? Est-ce que ces sociétés vont pas encore perdre de la vitesse? Et le deuxième point, c'est que ces sociétés, elles possèdent des actifs qui sont un hedge en fait contre l'inflation, qui sont une sécurité contre l'inflation, parce que normalement, historiquement, l'immobilier croît avec l'inflation. Donc, on a déjà une première chose, c'est que ces actifs vont croître, donc la valeur intrinsèque de ces sociétés va croître. Et la deuxième chose, et c'est surtout le cas en Europe, pas aux États-Unis, c'est que le revenu de ces sociétés, là on va parler de pricing power, ce que je disais, le revenu de ces sociétés, donc les loyers qu'elles demandent à leurs bailleurs, ces loyers-là sont indexés à l'inflation. C'est le cas en Europe, hein, c'est un peu moins le cas aux États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime bien les foncières européennes. Je vais donner quelques exemples. Clépierre, par exemple, pour les centres commerciaux. On a Altarea aussi
sur le marché français pour plus, il me semble, le résidentiel. Et puis on a d'autres sociétés, des small caps, comme je sais pas, je pourrais dire Bassac, B-A-2-S-A-C. C'est une société qui est spécialement spécialisée dans la construction des appartements et qui les loue ensuite. Pour moi, ces sociétés-là, je pense que ça peuvent connaître un grand cycle haussier dans les quelques mois et années qui viennent, parce que justement, que l'inflation soit là pour durer ou pas, elles sont dans une situation parfaite. Il y a aussi quelque chose sur lequel tu viens maintenant, on en a parlé. Tu as été très méfiant vis-à-vis des actions de croissance ces 24 derniers mois. Tu commences à t'y intéresser à nouveau, on en a parlé. Je sais que tu as mis peut-être quelques valeurs aussi dans tes portefeuilles. Comment tu vois les actions de croissance? Comment tu vois les actions technologiques? Si tu dois y revenir, vers quel genre d'action tu as envie de revenir? C'est vrai que j'ai été très méfiant parce que pour cette même raison de pas acheter des actifs trop, je préfère attendre. Ce que j'ai fait. Alors je suis pas encore personnellement allé sur les techs, mais je trouve que c'est le bon moment. On est en train de tout doucement construire sur nos portefeuilles, dans nos publications. Moi, je suis en train de faire le virage parce que voilà, je trouve que l'inflation a fait mal à ces sociétés et peut-être trop. Alors bon, c'est un marché qui est très volatile en ce moment. Faut s'accrocher, mais dans une optique long terme toujours d'accumulation, les prix sont bas. Faut bien se diversifier, faut pas choisir juste une société parce que dans la tech, il y a des petites sociétés américaines qui sont peut-être qui peuvent se faire secouer. Mais je trouve que c'est le bon moment d'y retourner. Alors pour le marché français, j'ai commencé bien sûr à reproposer ce genre de société que j'avais dans le viseur depuis longtemps, mais qui était trop cher. On a de la tech dans le CAC 40 un petit peu. Je peux en citer une par exemple en ce moment, c'est mon coup de cœur actuel, c'est Dassault Systèmes. C'est un peu l'atelier. C'est un peu l'atelier 3.0 de l'économie moderne. C'est une société, en fait, initialement, c'était une société qui proposait des logiciels pour préassembler les Boeing et les avions. Aujourd'hui, elle s'est étendue, elle s'est diversifiée dans tous les domaines. Elle propose plein de logiciels, donc c'est de la tech, c'est de la technologie. Plein de logiciels pour faire des constructions, etc., pour optimiser les constructions donc en amont avec des produits, des choses virtuelles. Et Dassault Systèmes, c'était une action qui était incroyablement chère il y a encore 6 mois. Aujourd'hui, je trouve que ça devient elle commence à être à des bons prix, et pour accumuler, c'est parfait. C'est une société qui propose un dividende. C'est une société qui a pas de risque de faillite. Elle est solide, elle est au CAC 40. Pour moi, c'est des sociétés c'est des sociétés d'aristocrates. Elles ne font que de monter. Et voilà, j'aurais tendance à revenir sur ces dossiers maintenant, puisque on est quand même dans une situation où le marché a déjà bien corrigé. À l'heure où on se parle, on a déjà corrigé beaucoup d'excès. Je reviendrai sur la tech. Voilà. Je pense que c'est ce que tu dis, résonne bien aussi avec ce qu'on voit aussi aux États-Unis, où il y a eu des corrections très très fortes sur ces marchés de la tech, et des valorisations qui sont un petit peu plus en ligne avec les moyennes des 5 ou 10 dernières années. Donc c'est effectivement le bon moment, je pense, pour accumuler des valeurs sur le long terme, avec la conscience qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a toujours cette volatilité, et que on n'est pas à l'abri de très 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 forts coups de chaleur sur les actions de la tech, sur toutes les actions en général, je pense quasiment. Il faut être prêt à ça quand on entre sur ces valeurs. Mais on peut en dire ce qu'on veut. De toute façon, c'est mieux de les acheter maintenant que de les acheter il y a 3 mois ou 6 mois. Le but du jeu, c'est plutôt ça, plutôt que d'attraper des tops et des bottoms. Je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Il y a un actif dont je voulais te parler aujourd'hui, je t'avais prévenu, où justement les tops et les bottoms sont très difficiles à saisir. C'est vraiment un actif qui est maintenant très difficile à lire. C'est l'or, qui se comporte, qui a peut-être étonné pas mal d'investisseurs, même les plus acharnés sur le domaine de l'or. Je sais que toi, tu t'y intéresses beaucoup. Et justement, comment tu lis ce price action sur l'or? Comment tu vois l'or évoluer dans les 12 prochains mois, 24 prochains mois? Je pense que
on est dans une situation parfaite pour accumuler de l'or parce que dans ma stratégie, l'or pour moi c'est un actif qui permet en fonds de portefeuille de stabiliser finalement un portefeuille et j'ai tendance quand les marchés sont hauts à augmenter la part en or que j'ai dans mon portefeuille parce que la fin du monde risque plutôt d'arriver quand les marchés sont hauts plutôt que bas. Et on a plus de chances enfin, ça va paraître totalement trivial ce que je vais dire, mais on a plus de chances de descendre quand on a des signaux euphoriques, quand on a des marchés extrêmement élevés et que finalement votre voisin aussi connaît toute la bourse et achète absolument tout parce qu'il faut acheter tous les points bas et tout ça. Quand on est dans cette situation-là, je pense qu'il faut commencer à faire attention et c'est ce que j'avais fait il y a un an. J'avais prévenu ma communauté que c'était le moment de commencer à accumuler. Parce que l'or, on n'achète pas tout d'un coup comme ça, il s'accumule en fait dans le temps. Et donc il faut quand même avoir une certaine plage, il faut quand même se donner le temps de l'accumuler. Et pour ça, il faut le faire quand les marchés commencent vraiment à devenir très hauts. Et voilà, j'avais invité mes membres à le faire il y a depuis 1 an et demi maintenant. Hein, on peut retrouver les historiques sur mes publications. Ça fait 1 an et demi que je dis d'acheter de l'or. Alors bien sûr, j'avais pas prévu on a fait une bonne performance, mais j'avais pas prévu la guerre, bien sûr. J'avais prévu peut-être des complications sur l'économie. Pourquoi? Parce que pour rester le plus simple possible, l'or attire les investisseurs en période de volatilité, parce que forcément, ils vont quitter les actifs risqués comme les actions pour donc se détourner des actifs qui leur paraissent trop risqués pour assurer sur l'or. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que voilà, les prévisions économiques sont très difficiles. Et en fait, quand on est sorti du Covid, il y a eu tellement des taux de croissance élevés que l'or n'intéresse pas. Parce qu'un investisseur aujourd'hui, il n'a aucune raison d'acheter de l'or. Parce qu'en fait, les taux sont élevés, on peut acheter des obligations, c'est sans risque, on a 2 à 3%. Pourquoi acheter de l'or qui n'a pas de rendement, pas de dividende? Donc voilà, c'est clairement, on est dans une phase où l'or n'est pas intéressant, mais moi je l'accumule, je continue de l'accumuler. Parce que je pense que à la moindre volatilité, à la moindre mauvaise nouvelle, économique et au moindre ralentissement économique, c'est une proportion du portefeuille qui sera très utile à ce moment-là. Parce que notamment les taux vont baisser, puisque si l'économie ralentit, les banques centrales vont se retrouver finalement, et si l'inflation baisse, les banques centrales vont devoir baisser les taux. Voilà. Et des taux bas sont favorables à l'or. Exactement, ouais. Et c'est à ce moment-là que je dirais de vendre l'or. Parce que du coup, il faudra acheter des actions. Enfin, j'essaie toujours, voilà, c'est vraiment des vases conducteurs, enfin, c'est vraiment des vases communicants. Voilà, communicants, je trouvais pas le mot. Et voilà, c'est très contrarié à mon approche, hein, mais voilà, l'or, c'est vraiment, voilà, j'appuie sur la pédale quand je vois que tout le monde gagne de l'argent et que c'est absolument l'euphorie totale comme c'était le cas en 2021. Et puis j'ai tendance un petit peu à décélérer quand je vois, typiquement, au moment où on a eu le pic sur l'or pendant la crise, enfin plus que la crise d'ailleurs, pendant la déclaration de la guerre, etc. en février. J'avais dit à ma communauté, on calme le jeu, c'est pas le moment de commencer à accumuler et à jouer les cow-boys sur l'or parce que justement on est dans des situations et des facteurs qui nous échappent complètement. Et il y a plus de voilà. Mais l'or à long terme, pour moi, reste extrêmement intéressant. On a finalement théoriquement tous les indices pour voir l'or s'accroître, augmenter dans le temps. On a absolument, je vais pas les détailler, mais j'en ai écrit des dossiers de 40 pages là-dessus. On a absolument tous les voyants ouverts. La seule chose qu'on n'a pas ouvert en ce moment, c'est la croissance économique, mais voilà, on peut traverser des périodes plus compliquées en économie, hein, ça fait partie du jeu aussi. Et voilà, et cette phase actuelle de refroidissement là est quand même plutôt favorable puisque bon, l'or reste quand même assez élevé. On est toujours là à l'heure actuelle à $1 850 l'once. Voilà, c'est redescendu, c'est vrai, on avait presque atteint les deux. On avait repris $2060 hein, au moment de la crise. On peut avoir c'est ce qui a rendu difficile, oui, la lecture du chart. Le chart est un peu compliqué, assez erratique comme ça. Voilà, il n'y a pas de direction claire. De toute façon, c'est pas un actif de spéculation. On cherche pas. C'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est vraiment une part du portefeuille qu'on va moduler en fonction de ce qu'on observe. Et il faut faire exactement tout l'inverse du marché. Et justement, si les gens veulent te suivre et lire peut-être tes dossiers de 40 pages sur l'or ou sur d'autres sujets, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en ligne? Où est-ce qu'ils peuvent en savoir plus sur ton travail? Ils peuvent s'inscrire à ma newsletter, par exemple, et puis ils auront accès, ils auront un accueil où je présente justement ma stratégie phare.
sur ma publication phare. Voilà, on peut partager un petit lien sous cette vidéo si tu le permets pour voilà qu'ils puissent s'inscrire et puis me découvrir mon travail de cette façon. Comment s'appelle ta newsletter? C'est l'investisseur de crise. Très bien, c'est important qu'on donne le nom de cette lettre quand même qui existe exactement. Depuis, je sais pas combien de temps maintenant, mais plus d'un an et demi. Ouais, ça fait 1 an et demi. Alors c'est pas l'investisseur de crise dans le sens on va se faire de l'argent quand les marchés baissiers sont et que tout le monde s'entretue et qu'il y a du sang sur les murs. Non, c'est pas l'investisseur de crise dans ce sens-là. C'est l'investisseur de crise dans le sens on profite de toutes les anomalies de marché, de toutes les baisses. C'est rare que sur les marchés, il n'y ait pas une crise quelque part, que ce soit une crise économique, une crise de confiance, une crise d'inflation. Il y a toujours quelque chose. On vit perpétuellement dans le scepticisme en bourse. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir apporté tes lumières aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très bientôt. J'aimerais te faire revenir souvent. Si tu as quelque chose à dire, une nouvelle hypothèse, n'hésite pas à me contacter.